La République démocratique du Congo est en proie à une crise sécuritaire depuis quelques semaines. La ville de Goma, dans le nord Kivu, est aux prises du mouvement rebelle M23, ce qui permet dont l'objectif majeur est le contrôle total de l'Est de la RDC, bénéficie du soutien de l'armée rwandaise. Et alors que la situation va à l'enlisement, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, lors d'une rencontre avec le corps diplomatique accrédité à Bujumbura vendredi, a fustigé le rôle trouble de certains pays occidentaux dans la gestion des politiques africaines. Le Burundi étant un acteur stratégique de la sous-région, Evariste Ndayishimiye a décliné ce qu'il considère comme son plan de paix. Voilà, bien sûr, c'est la grande thématique de ce soir. En ouverture, nous allons parler de l'AES et du Niger. Les deux vont voir dans les prochains jours la création des compagnies aériennes nationales et de l'espace confédéral. L'annonce est du ministre nigérian des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salisu Mahaman Salisu. Ce projet s'inscrit dans une stratégie globale de désenclavement dont le but est d'améliorer la connectivité nationale et sous-régionale. L'information a été relayée dimanche par l'agence nigérienne de presse. Pour en parler donc cette soirée, nous sommes en compagnie, bien entendu, d'un homme pas des moindres, fervent défenseur de la cause africaine et panafricaine, directeur de publication et analyste, le créateur de la fangatisation. André Christelle Fanga est notre invité. Bonsoir DP, bienvenue. Bonsoir monsieur Noha. Voilà. Noha, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs et tous ceux qui sont connectés sur For You Africa, peu importe la plateforme. Vous savez, vous avez beaucoup de plateformes, que ce soit les plateformes numériques, radiophoniques, télévisuelles et j'en passe. Donc c'est toujours pour moi un plaisir d'être dans vos studios pour discuter des questions extrêmement importantes pour notre continent. Et je salue la partie technico-artistique, comme aime bien le dire Cassandra Begoudé, n'est-ce pas, que nous saluons en passant, pour dire simplement que l'Afrique, c'est notre devoir de la défendre, peu importe le prix que nous allons payer pour cela. Voilà donc, merci à vous DP d'avoir fait le déplacement de votre écoute. Merci mesdames, messieurs. Bienvenue donc à Regard Panafricain sur l'ensemble du réseau For You Media. Donc nous allons parler du Niger qui annonce la création d'une compagnie aérienne nationale et d'une autre pour l'AES. DP Fanga, il y a quelques jours. Du côté de l'AES, on parlait déjà de la création d'une force conjointe de 5000 hommes et après il y a eu notamment ces passeports qui ont été annoncés pour redynamiser l'espace confédéral. Dimanche dernier, c'était donc autour du ministre Salisu Mahaman Salisu d'annoncer la création d'une compagnie nationale, non seulement pour le Niger, mais également une autre pour l'espace AES. Le but, bien sûr, de davantage renforcer les relations et permettre en sorte qu'il y ait une fluidification des hommes et des biens. Une bonne nouvelle pour l'Afrique, mais surtout pour cette Afrique qui se veut libre. Monsieur Mourman, vous devez comprendre que la situation dans la zone confédérale AES, ceux qui ont signé la charte de l'Iftako Gourma, sont dans une logique, une perspective, n'est-ce pas, de vivre ensemble, de construire ensemble et de créer un espace qui fait beau vivre, qui est presque un paradis, n'est-ce pas? Parce que tous les éléments mis en place aujourd'hui sont des éléments qui permettent la paisibilité de la vie. La paisibilité de la vie, pourquoi? Parce que si vous avez un passeport qui vous permet de circuler dans toute la zone AES sans difficulté, alors c'est un très grand avantage. Si vous avez 5000 hommes qui sont là, qui sont une force indépendante, qui vont être chargés de la sécurisation, n'est-ce pas, de cet espace-là, de cet espace appelé l'AES, alors c'est encore une très bonne chose. Parce que ce que j'aime toujours dire, et je le dirai jamais assez, c'est qu'un homme riche, la première des choses qu'un homme riche fait, c'est de se protéger. Un homme riche, quand il a un peu de moyens, la première des choses, c'est de
construire une maison avec une très grande barrière, peut-être mettre des fils barbelés, peut-être mettre des chiens, peut-être mettre des gardiens, mettre les caméras de surveillance, mettre tous les éléments qui contribuent à sa sécurité parce qu'il est comment? Riche. Alors, en Afrique, nous avons des États qui sont extrêmement riches, mais qui n'ont pas pensé à leur sécurité et qui ont longtemps sous-traité leur sécurité. D'ailleurs, dans le deuxième sujet, nous allons y arriver, n'est-ce pas, par rapport à la situation de la RDC et la position du président burundais. Donc, il est extrêmement important de comprendre que quand vous êtes riche, la première des choses, c'est de chercher votre sécurité. Et donc, les États de l'AES aujourd'hui savent qu'ils sont riches et c'est pour ça que le terrorisme, le banditisme, n'est-ce pas, vous appelez ça encore, le djihadisme, n'est-ce pas, sévit dans leur espace parce que justement, ça profite aux bandits de grands chemins, n'est-ce pas, d'exploiter les ressources sans rien payer. Donc, c'est du vol organisé. C'est des espaces où il y a assez d'or, assez de pétrole, assez d'uranium, assez de matières premières qui nourrissent le monde et qui enrichissent les autres États du monde. Et donc, quand vous avez une ressource comme celle-là, alors vous cherchez à vous protéger. Donc, 5000 hommes en les mettant en place, c'est pour justement sécuriser. Et ça, ce n'est que le début. Oui. Parce qu'en mettant ces 5000 hommes, ne soyez pas surpris qu'on atteigne 1 million, 2 millions. Parce qu'on a les capacités, n'est-ce pas, l'AES a la capacité d'avoir une force de cette, n'est-ce pas, de cette envergure-là qui peut avoir 1 million d'hommes. Parce que c'est important. Le terrorisme doit disparaître complètement de cette zone-là. Et donc, il faut des éléments, il faut des hommes pour combattre ce terrorisme et ce djihadisme-là dans les 3 États. Maintenant, revenons à la question principale, qui est la mise en place, n'est-ce pas, de 2 compagnies. La première, nationale, et deuxièmement, celle qui va faire le tour de la sous-région, ou bien de cette confédération. Alors, vous savez que quand l'une des choses importantes pour les peuples qui sont riches, c'est de voyager. Et donc, quand vous êtes riche, il faut que vous voyagez pour voir ce que les autres font. Et les moyens de déplacement pour voyager, c'est quoi? C'est l'avion. Tout à fait. Comme les chemins sont parfois assez longs, donc l'avion sert de, n'est-ce pas, d'élément extrêmement important pour voyager. Et donc, pour fluidifier les affaires, parce que pour que l'économie, n'est-ce pas, entre les États du Sahel, de cette confédération de l'AES, puisse justement davantage faire des affaires, il leur faut des moyens de transport. Et ces moyens de transport font partie, n'est-ce pas, du développement de cette confédération. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une avancée majeure, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'AES parce que avoir des compagnies qui vont justement régler les problèmes de transport, régler le problème de déplacement des personnes et des biens, alors ça devient un instrument de développement extrêmement important. Donc, la compagnie, les 2 compagnies sont les bienvenues. D'abord, pour le Niger lui-même, n'est-ce pas, pour le développement de son économie locale. Et maintenant, entrer dans la confédération pour justement juguler le problème, n'est-ce pas, de libre circulation des biens et des personnes. Et je pense que c'est un élément extrêmement important parce qu'on ne peut pas mettre le passeport. Oui, et ne pas avoir une compagnie. Eh bien, et voilà. Justement, des pays, il y a souvent ce problème-là de la libre circulation, même au niveau de la zone CEMA que nous sommes au Cameroun. On avait longtemps fustigé cette question, qu'il n'y avait pas cette possibilité de quitter d'un point à un autre. Aujourd'hui, l'AES est en train de mettre cela sur pied. Est-ce que ce n'est pas non seulement un message fort, mais c'est une correctionnelle à adresser à la CEDEAO qui avait été longtemps critiquée par ses propres pays et sa forme de gestion. Et aujourd'hui, on se rend compte que avec l'AES, ça va vite et tellement vite de mettre sur pied ces différentes institutions et structures qui permettent le fonctionnement de l'espace confédéral. Monsieur Noha, quand vous voulez aller loin, vous ménagez votre monture. Et l'idiot, c'est celui qui ne sait pas tirer les leçons, n'est-ce pas, de ses erreurs passées. Et donc, aujourd'hui, l'AES a tiré les leçons
de son appartenance à la CEDEAO. Et donc, on peut comprendre que le développement a été ralenti, a été freiné, a été occulté même, a été freiné des 4 fers en Afrique, surtout en Afrique francophone, dans la zone franc-CFA, à cause justement du colonisateur et à cause de ces méthodes de colonisateur et qu'il a légué, n'est-ce pas, à certaines institutions, à certaines personnalités et ceux qui continuent à l'appliquer jusqu'à maintenant. Avant de mettre tous ces éléments en jeu, que l'AES est en train de mettre en jeu, faisons un tour dans l'histoire. L'Afrique, par exemple, pour arriver à l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, il a fallu des conciliabules. Les gens se sont entendus, il y a eu des conciliabules, en fait des blocs se sont formés. Le bloc de Casablanca et le bloc de Morovia. Le bloc de Morovia a perdu, n'est-ce pas, la bataille. Non, le bloc de Casablanca a perdu la bataille, n'est-ce pas, par rapport à la mise en place d'une fédération africaine. Et non d'une unité africaine. Vous voyez un peu, organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui a été mise en place. Parce que le bloc de Morovia a remporté, n'est-ce pas, la bataille sur ceux de, n'est-ce pas, de Casablanca. Et quand la mise en place de ces institutions, on a vu tout ce qui s'est découlé, n'est-ce pas, dans la mise en place. C'est-à-dire, on n'a pas mis des institutions fortes qui ont permis, n'est-ce pas, le décollage de l'Afrique jusqu'à un certain moment. Et durant cette période, nous venons d'obtenir des indépendances factistes. Parce que là, nous sortons des années 1960 où nous obtenons des indépendances et tout ça. On crée les CEDEAO, on crée l'Union africaine, on crée presque toutes ces organisations-là pour essayer de vouloir faire, n'est-ce pas, une Afrique forte. Mais finalement, on ne réussit pas. Et donc, la plupart des acteurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire les acteurs de l'AES, connaissant que quand on met une organisation en place, il faut mettre les leviers, n'est-ce pas, qui vont permettre à cette organisation de vivre. Parce que qu'est-ce qui fera la force de l'AES? C'est ces 5000 hommes, commando, c'est ce passeport, c'est ces compagnies, c'est tous ces éléments, n'est-ce pas, qui vont constituer le socle, n'est-ce pas, qui va soutenir l'idéologie AES. Et donc, si on ne met pas ces différents éléments en place, comme la libre circulation des biens et des personnes, si on ne met pas ces différents éléments en place, les gens ne se sentiront pas intégrés. C'est pour ça que, oui, la confédération est déjà là, mais il faut accélérer pour atteindre la fédération. Parce que la fédération pourra mieux régler, n'est-ce pas, les problèmes de libre circulation des biens et des personnes, en fait, de tout ce que vous venez de souligner, n'est-ce pas, ce que les autres zones n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire, ou bien d'autres organisations n'arrivent pas à faire, comme la CEDEAO, comme la CEMAC. Donc, vous voyez que les vestiges coloniaux ont servi de leçon à ces 3 leaders de l'AES, à savoir que non, pour que nous puissions nous en sortir, n'est-ce pas, pour ne pas refaire les mêmes erreurs comme la CEDEAO, comme la CEMAC, la SADC et j'en passe, alors il faut aller vite en mettant les organisations qui vont permettre la libre circulation des biens et des personnes en marche. Et ça, c'est ça qui va faire le socle, c'est ça qui va être l'élément fédérateur, l'élément qui va amener, n'est-ce pas, aux gens de se sentir en famille, n'est-ce pas, intégrés et vivant ensemble. Le slogan « Vivre ensemble » ne sera plus un vain mot, sera une réalité parce que on ne s'appellerait plus, on ne serait plus dans la logique de dire que vous n'entrez pas parce que vous êtes burkinabé, vous ne traversez pas parce que vous êtes malien, vous ne traversez pas parce que vous êtes nigérien. Non, ça devient un même peuple avec une même vision et les mêmes ambitions. Et ça, je pense qu'ils sont à féliciter. Les États de l'AES sont aujourd'hui à féliciter parce que ça va vite. Et c'est ce que nous souhaitons parce que le monde va vite, hein, très très vite. Vous voyez qu'en 4 ans, n'est-ce pas, de la mandature que Donald Trump, j'ai dit même Donald Trump, Joe Biden a pris le pouvoir, il a fait ce qu'il a pu faire. Vous avez vu, dès que Trump est arrivé,
les décisions qu'il prend, il les casse en quelques... Donc en 72 heures, tout l'ossature, n'est-ce pas, monté par Joe Biden a été, n'est-ce pas, cisaillé. Donc vous voyez que le monde va extrêmement vite. En 72 heures, beaucoup de choses ont été réglées. Alors que vous voyez que ça prend même un peu de temps dans l'ES. On met un mois après, 2 mois ou 3 mois. Ça va un peu lentement. Donc, quand nous disons que ça doit aller vite, vraiment, il faut qu'on appuie sur l'accélérateur pour que tous les éléments constitutifs, n'est-ce pas, qui permettent à une fédération de naître, n'est-ce pas, dans cet espace-là, puissent se faire le plus rapidement possible. Voilà, merci à vous, DP, pour ce jet de pierre qui nous a permis d'avoir une lecture globale sur la situation de l'AES et puis bien sûr du Niger. Alors nous parlons de notre thème central. Vendredi dernier, alors qu'il était donc en train de s'adresser aux diplomates, corps accrédité donc à Bujumbura, le président burundais Evariste Ndayishimiye a eu sur la situation qui prévaut dans l'est de la RDC fustigé les pays occidentaux, du moins 7 ans, qui jouent un jeu trouble dans les politiques africaines, mais également il est revenu sur le plan de paix qu'il avait proposé, le cheminement et ce qu'il entend pour que les choses reviennent à la paix. Est-ce que aujourd'hui donc la solution de l'Est de la RDC viendra-t-elle du Burundi? C'est la question que nous nous posons. Alors on va justement aller sur 2 paliers. Le premier palier des pays, nous allons parler d'abord du plan de paix de Ndayishimiye pour la crise rwando-congolaise dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, le Burundi se positionne comme un pays stratégique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous comme moi, vous avez eu à suivre cette sortie du président burundais qui a eu à énoncer des solutions, mais en revenant bien entendu sur ce qu'il avait eu à faire au départ, négocier à la fois avec les rebelles du M23 et avec la partie congolaise. Est-ce que de manière péremptoire, on peut dire que la solution rwando-congolaise peut venir du Burundi? Je ne pense pas que la solution peut venir du Burundi. Elle ne peut pas venir du Burundi parce que simplement, la RDC est agressée. Elle est dans une posture où on ne peut pas négocier avec les agresseurs, c'est-à-dire le M23. Et donc, s'il fallait négocier avec le M23, on ne devait pas arriver à cette escalade de Goma. C'est-à-dire le président, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, aurait entamé des discussions justement depuis longtemps avec ce M23. On ne serait pas arrivé là. Mais comme c'est une situation où le M23 est dans une sorte de chantage, de mépris même de la République, parce que sachant les supports et l'apport, n'est-ce pas, de certains États, donc la solution ne peut pas venir de Ndayishimiye. En fait, dans cette logique dont il préconise que ça doit se passer, c'est-à-dire les négociations, n'est-ce pas, entre la RDC et le M23. Je pense que c'est une solution qui a déjà été écartée depuis longtemps par la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que ça peut servir encore, n'est-ce pas, la position de Evariste Ndayishimiye, le président du Burundi, peut encore servir sur d'autres fronts, ou bien d'une autre façon. C'est-à-dire d'être allié véritablement de la RDC pour mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, le M23. Parce que il faut comprendre une chose. Si le M23 a assez de force, c'est parce que justement, il a les soutiens des pays frontaliers à la RDC. C'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Parmi ces forces, n'est-ce pas, alliées du M23, la plupart sont des ressortissants de ces pays dont je vous ai cités. Et donc, vous ne pouvez pas être, d'ailleurs, je pense que c'est la logique du pompier pyromane, c'est-à-dire vous allumez le feu et vous vous proposez d'être ceux qui veulent venir l'éteindre. Et donc, aujourd'hui, nous savons tous que la solution ne se trouve pas dans les négociations avec le M23. La solution se trouve ailleurs. Parce que si le M23, vous commencez à négocier, le M23 vous demande qu'une partie de... en fait,
que le territoire, n'est-ce pas, du Nord Kivu, de l'Est de la RDC devient un territoire autonome, vous faites quoi? Vous voyez que ça devient problématique. Alors que le Congo dit aucun iota de son territoire ne doit disparaître. Donc, ils vont se battre pour récupérer leur territoire. Et donc, vous voyez que ce complot, il n'est pas seulement sous-régional, mais il est au-delà, n'est-ce pas, de cette sous-région-là, parce que les différents acteurs sont ailleurs. Et donc, pour qu'on trouve une solution concrète, il faut véritablement que les différents acteurs, s'il faut passer à la négociation, s'il faut le dire, n'est-ce pas, doivent être impliqués, n'est-ce pas, dans cette logique-là de mise en place, c'est-à-dire tous les acteurs doivent être impliqués. Regardez à toutes les réunions, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit, n'est-ce pas, les différentes réunions préconisées. Parfois, c'est Tshisekedi qui vient, Kagame ne vient pas. Parfois, c'est Kagame qui vient, Tshisekedi ne vient pas. Donc, vous voyez que finalement, la solution ne se trouve pas dans les négociations ou bien dans le dialogue. La solution se trouve ailleurs. Et donc, peut-être nous aurons le temps de l'énoncer ici, comme je l'ai toujours dit, n'est-ce pas, de trouver des solutions propres, n'est-ce pas, à ce conflit-là. Voilà, vous l'avez si bien souligné, la solution, quand on le regarde, ne vient pas du Burundi, mais le président burundais craint justement les millions de morts. Il a évoqué près de 2 millions de morts. Lui, il donne l'impression que c'est par un coup de baguette magique que la RDC et le Rwanda s'asseyent, ils vont trouver un consensus ensemble, et puis à ce niveau, il craint la stabilité, notamment de la sous-région, mais sans toutefois s'y mettre. Est-ce que si aujourd'hui, donc, le président Évariste Ndayishimiye venait, justement, comme vous le dites, s'appuyer sur la RDC, est-ce que cela pourrait contribuer dans le sens peut-être de l'action militaire, parce qu'il y a le Sami Diassi qui avait été mis sur pied sur le plan sous-régional pour qu'on aille combattre les forces armées étrangères. Est-ce que ça peut être une piste de solution, si du moins, ou du côté rwandais, on nie toujours l'appartenance d'être collé au M23? Monsieur Nora, il faut comprendre clairement que la plupart des États ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix à l'est du Congo. C'est-à-dire les 3 États qui sont directement impliqués. C'est-à-dire l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart des ressources qui sont tirées de là sont exploitées, n'est-ce pas, en Ouganda, sont exploitées au Rwanda, sont exploitées au Burundi. Pour permettre, n'est-ce pas, si l'économie de ces États-là, n'est-ce pas, respire, ou bien les multinationales sont installées là-bas pour justement acheter, soi-disant, du coltan de sang, parce qu'il faut le taxer ainsi, le coltan du sang, du lithium du sang, le diamant, l'or du sang, n'est-ce pas, venu de la RDC, parce que c'est ces barbares, n'est-ce pas, ces rebelles-là qui justement exploitent allègrement les ressources de cet espace-là, et ou bien ont la bénédiction, n'est-ce pas, des multinationales qui les aident. Les multinationales exploitent de manière anarchique sans que l'État central congolais ne puisse en bénéficier de quelque chose dont ça profite à ces États-là. Donc, pour que un pays comme le Burundi s'implique véritablement militairement d'abord, et je pense que c'est la seule solution, il faut que ça soit une implication militaire. Alors, c'est là où vous verrez véritablement que les différents États ne pourront que parler de bouche, mais ne poseront jamais des actions concrètes, parce que eux-mêmes sont adossés, ils ont des pressions extérieures. Parce que la situation en RDC n'est pas une situation seulement, n'est-ce pas, de ses voisins. Il y a des multinationales qui sont impliquées. Il y a des États qui sont impliqués. C'est-à-dire, la France est impliquée dedans. Les États-Unis sont impliqués dedans. L'Angleterre et presque l'Union européenne, tous sont impliqués dedans. Parce que la plupart de ces sociétés sont basées ou en Europe ou
aux États-Unis, ceux qui exploitent justement, ceux qui achètent, n'est-ce pas, le coltan. Vous savez que le coltan fait partie des matières premières, n'est-ce pas, les plus prisées du XXIe siècle. Parce que c'est à partir du coltan qu'on fait les téléphones, les ordinateurs, les jeux vidéo et tout ça. Tout. Donc, en fait, le XXIe siècle, la ressource, n'est-ce pas, la plus importante, c'est le coltan aujourd'hui. Parce que de manière technologique, c'est un élément extrêmement important. Et donc, ça fait que il n'y a que le Nord Kivu qui détient cette matière-là à près de 80% dans le monde. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez imaginer que Microsoft, iPhone, qui encore... oui, même Apple, toutes ces grandes firmes, n'est-ce pas, technologiques, voudront que prendre toujours moins cher. Et que la base, comment vous me répondez, comment vous me direz, M. Noira, que le Rwanda, qui n'a même pas un grand de coltan, n'est-ce pas, dans son territoire, mais est un très grand exportateur de coltan. Ils font un peu comme la France, ils faisaient au Niger. Ah, voilà. Donc, vous comprenez que... Et c'est parce que, justement, M. Kagame est formé par la France. N'est-ce pas? C'est un instrument de la CIA américaine. Donc, il connaît les méthodes de comment ça fonctionne. Comment se fait-il que vous venez acheter du coltan, n'est-ce pas, au niveau du Rwanda, sachant que le Rwanda n'a aucun, n'est-ce pas, espace où se trouve du coltan dans son territoire. Vous voyez que c'est un peu de la sorcellerie même un peu. Vous voyez un peu. Je pense qu'aujourd'hui, le monde doit être sensibilisé et doit connaître qu'il y a une situation chaotique qui se passe en RDC. Une situation chaotique parce que des gens ont décidé de dépecer, n'est-ce pas, le Nord Kivu, de dépecer, n'est-ce pas, la RDC, parce que c'est un territoire immensement riche. Et donc le complot est au-delà d'Ndaïchime, est au-delà, n'est-ce pas, du Burundi, est au-delà, n'est-ce pas, de tout, de Kagame, du Rwanda, de l'Ouganda, n'est-ce pas? C'est au-delà de tout, le complot est de là. Mais vous imaginez, ça fait plus de 30 ans que le conflit dure. Tout à fait. Mais ça a pris de l'ampleur. On parle là de 94, parce que après 96 plutôt, parce que 2 ans après le génocide du Rwanda, la plupart des Tutsis, n'est-ce pas, des gens qui sont venus s'installer sur, n'est-ce pas, au nord Kivu, ont pris ce territoire comme si c'était les leurs. Parce qu'ils fuyaient justement, n'est-ce pas, le génocide rwandais. Ils sont venus s'installer, ils se sont installés et finalement, ils s'y sont tellement installés et habitués qu'ils pensent que c'est leur territoire et donc il faut que ça devienne leur patrie. Et donc, la plupart de ces tribus-là maintenant sont, n'est-ce pas, se sont mis avec le M23 pour récupérer cet espace-là. Alors que l'espace appartient à la RDC. Et quand vous suivez les déclarations de Kagame, il vous explique que non, c'est la délimitation coloniale qui a fait que ce territoire devienne congolais. Alors que c'est faux. Quand vous regardez quand même la RDC, c'est gigantesque. Tout à fait. Par rapport au Rwanda. Qui est très minuscule. Mais par rapport au Rwanda, par rapport au Burundi, par rapport à l'Ouganda. Donc vous voyez que c'est quand même une aberration de dire que c'est même des parties comme ça, là, n'est-ce pas, qui devaient être annexées au Congo. Donc je pense qu'aujourd'hui, la solution se trouve ailleurs. Et je pense que si vous me donnez la possibilité, on peut trouver, n'est-ce pas, des éléments pour répondre, n'est-ce pas, pour donner des solutions concrètes à cette crise-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement une crise qui concerne le Congo, mais qui concerne toute l'Afrique tout entière. Et puis avant certainement de venir aux solutions, parce qu'il y a des voies, vous avez relevé un fait là tout à l'heure qui n'est pas seulement une question sur le plan sous-régional, c'est au-delà notamment du Burundi, au-delà même du Rwanda, qui aujourd'hui se fait passer par la carte d'identité, notamment des pays occidentaux. Le président Dassimilé, quand il vient, il fustige la position, notamment de la communauté internationale, en parlant, en relevant le fait que aujourd'hui l'Afrique qui a un sous-sol qui est tellement enrichi, comment cette Afrique-là se retrouve aujourd'hui malmenée dans les guerres et qu'on ne parvienne pas à trouver la solution. Il prend justement le cas de ses voisins rwandais et congolais et fustige ces pays occidentaux-là qui viennent jouer le trouble dans les politiques africaines en invitant la communauté internationale à réagir. Première question,
Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que le président Dassimeye, en réalité, je ne pourrais pas parler de pyromane, mais est en train plutôt de jouer plutôt une sorte de volte-face, puisqu'il est impliqué d'une certaine manière, mais cependant, il voudrait se blanchir devant la communauté internationale pour faire pointer le doigt aux pays occidentaux. Je voudrais vous dire, Monsieur Noir, il est... Vous savez, la politique, c'est quelque chose de... Parfois, de Jean-Paul Sartre vous l'explique très bien. Mm. J'ai trempé mes mains dans la boue et dans une boue de sang. Et quand vous comprenez que la politique, parfois, il faut tremper les mains dans la gadoue pour exister, pour vivre, vous pouvez comprendre la position de certains politiciens. Quand vous regardez la position du Burundi, c'est normal, le président Ndayishimiye, face aux ambassadeurs, doit dénoncer. Il dénonce en tant qu'Africain, il dénonce en tant que président du Burundi, il dénonce en tant que membre. Sachant que tous, nous savons d'où vient le problème. D'où le problème vient. Nous savons tous que la communauté internationale est silencieuse face au crime, face à la barbarie de M. Paul Kagame et son M23. N'est-ce pas? Nous savons tous que les multinationales exploitent de manière illégale les ressources, n'est-ce pas, de la RDC. Et ces multinationales ne sont pas des multinationales africaines. La plupart sont des multinationales européennes ou bien américaines. Et donc, ce n'est que normal que la communauté internationale ne s'y intéresse pas. Parce que les principaux financiers de l'Union européenne, c'est les qui? C'est ces multinationales. Les principaux, n'est-ce pas, bailleurs de fonds, que ce soit de ces organisations, n'est-ce pas, internationaux que vous citez là, que vous voulez, qui viennent intervenir, ou bien qui prennent des sanctions contre M. Paul Kagame et le reste et j'en passe, sont eux-mêmes les plus grands bénéficiaires, n'est-ce pas, des largesses de Microsoft, n'est-ce pas, de Apple, j'en passe, de tous ces grands multinationales, n'est-ce pas, qui exploitent justement le coltan tiré de la RDC. Et donc, ce n'est que normal que le président Ndayishimiye tire la sonnette d'alarme en disant, voici le problème, c'est que, n'est-ce pas, les puissances étrangères, n'est-ce pas, sont derrière cette affaire et que la communauté internationale reste silencieuse. Nous savons tous que la communauté internationale est silencieuse, donc c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement retracer, savoir les différents acteurs qui sont utilisés sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, les différents acteurs sont connus, qui sont utilisés sur le terrain. C'est les Burundais, c'est les Rwandais et c'est les Ougandais. Donc, bon, à la moindre mesure, certains Congolais. Parce que vous avez vu, suivi Corneille Nangaa. Corneille Nangaa. Mais je me pose la question si ce monsieur est encore normal. Parce que venir faire une déclaration en disant c'est moi qui ai fabriqué Tshisekedi, il appelle même monstre. C'est à lui de détruire ce monstre-là. Ils appellent l'actuel, du moins les occupants au pouvoir en ce moment, les inciviques. On va aller déloger les inciviques à Kinshasa. Alors, posons-nous la question. Si M. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, en RDC, sur la présidence de qui? Kabila. Et je voudrais vous faire un rappel historique, M. Noir. C'est le père Kabila qui amène la rébellion, qui vient chasser Mobutu Sese Seko Wazabanga Kutumbengo du pouvoir, n'est-ce pas? Après, parce que Mobutu a fait près de 30 ans de règne. Et donc, c'est lui qui vient le chasser du pouvoir, Kabila. Il installe. Vous voyez, c'est là où vous allez comprendre pourquoi je dis que le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et tout ça sont des éléments qui ont... quand le Kabila père, Laurent Désiré Kabila, organise sa rébellion, comme Corneille Nangaa est en train de faire là, il prend justement les Ougandais, il prend justement les Rwandais, il prend les Burundais pour faire cette coalition-là et entre en Kinshasa, récupère le pouvoir, en fait, réussit à chasser Mobutu du pouvoir. Et la plupart de ces Rwandais ne sont plus repartis. On les a reformés, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans l'armée
Régulière. Régulière. Une armée qui devient un foutou. C'est-à-dire, on ne distingue plus qui est congolais, qui est véritablement de l'armée. Vous voyez un peu l'armée de Ouattara aussi, avec ses dozos comme zone et tout ça qu'il a ramassé, les chasseurs traditionnels qu'il a amenés pour tuer, n'est-ce pas, les Ivoiriens et récupérer le pouvoir entre les mains du président Laurent Koudou-Babo et distribuer les grades et les nominations. Parce que quelqu'un qui était un chasseur traditionnel se retrouve avec un grade de colonel. Vous savez, il a fait quoi pour devenir colonel? Il a suivi quelle formation? Vous voyez un peu? Et c'est comme ça. Quelqu'un qui était marabout, n'est-ce pas, parce qu'il était chasseur au village, et il faisait un peu de gris-gris, là, il tuait les grands animaux. On l'a pris, bon, on l'a enrôlé comme ça, que bon, viens, on va déloger quelqu'un du pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au pouvoir et on les a recyclés dans l'armée. Ils sont vus, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, il y avait près de 8000 hommes réintroduits, recyclés dans l'armée. Vous imaginez que cette armée-là fera quoi demain? S'il y a véritablement une guerre, s'il y a une menace véritablement. Donc ne soyez pas surpris que le M23, n'est-ce pas, ait cette force-là face n'est-ce pas, au FARDC. Parce qu'en réalité, c'est entre eux. Vous voyez un peu, la plupart des généraux, vous avez suivi qu'il y avait des forces de défense, n'est-ce pas, de la République, n'est-ce pas, congolaise qui ont déserté. Tout à fait. Vous allez aller contre vos frères comment? On vous demande d'aller à la bataille contre le M23, où il y a des Burundais, il y a les Rwandais, il y a les Ougandais, et vous-même vous êtes Ougandais ou bien vous êtes Rwandais parce que vous êtes dans l'armée congolaise, vous allez fuir. Et donc ce n'est que normal qu'on se retrouve avec une armée foutou qui est incapable de défendre son pays et qu'on obtient ce genre de résultats. Et donc, ce que Tshisekedi n'a pas eu le temps de faire, c'était de véritablement créer une vraie armée. Et justement, avant peut-être que vous puissiez continuer, puisque ce n'est que pour mettre de l'eau à votre moulin, est-ce que le président Tshisekedi n'est pas trop resté quelqu'un qui survole, aller sur le plan des discours, que de pouvoir véritablement asseoir une politique d'action? Je pense qu'aujourd'hui, il a été très naïf. Et c'est pour ça que les gens comme les Corneille Nangaa et les Kabila sont en train de vouloir prendre le dessus sur lui. Parce que moi, à la place de Tshisekedi, après mon premier mandat, le deuxième mandat, comme je l'ai gagné, la première des choses que je devais faire, c'était de reformer toute l'armée. Première des choses, une armée, d'ailleurs il a annoncé cela, je recrute 1 million de Congolais. Je dis bien, je recrute 1 million de Congolais. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui a près de 100 millions d'habitants. Et vous avez une armée aussi faible. Je vais dire quoi dès le départ quand vous êtes riche? Quand vous êtes riche, vous faites des efforts de vous entourer une sécurité. Mais première des choses, quand vous êtes un homme riche, vous vous sécurisez. Et je pense que c'est l'un des éléments extrêmement importants. Pour tous les géostratèges, pour tous les géopoliticiens, ils savent que pour que tu puisses t'en sortir, il faut... Mais les États-Unis s'enrichissent pourquoi? Ils se sont enrichis pourquoi? Parce que la première des choses, c'était de faire une armée. Et le président Trump l'a encore dit récemment qu'on va toujours devenir cette première puissance-là. Exactement. Parce que c'est... Mais si les États-Unis agressent les gens partout dans le monde, c'est parce qu'ils comptent sur leur armée. Si la Russie résiste aujourd'hui aux attaques, n'est-ce pas, planétaires, c'est parce qu'elle a une armée. Vous ne pouvez pas être riche et vous ne vous protégez pas. Et l'une des protections, c'est votre armée. Et donc, c'est ce que Tshisekedi n'a pas pu faire dès le départ. C'est pour ça qu'il est resté, n'est-ce pas, le fils à papa, pensant que la politique, c'est cet héritage familial qui lui a été légué. Vous voyez un peu. Alors qu'en politique, ça donne des coups. Ça frappe. Il y a des coups bas. Et c'est ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est en train de le rattraper. Ce manque même de préparation à devenir président. Parce que l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir le pouvoir, mais ne pas savoir le gérer. N'être pas préparé à gérer le pouvoir. Et c'est ce qui arrive à Tshisekedi aujourd'hui. Et il se réveille, n'est-ce pas, avec un sursaut en disant, ok, enrôlez-vous dans l'armée. Mais non, monsieur, vous ne dites pas que enrôlez-vous dans l'armée. Vous donnez instruction au ministre de la Défense de recruter 1 million de Congolais.
que je veux 1 million de Congolais dans une semaine. Pour que, s'il faut faire appel aux instructeurs, n'est-ce pas, qui vont les former, même au Cameroun, ils peuvent trouver. Vous savez que quand même, on a l'une des meilleures unités d'élite. D'élite, n'est-ce pas, en Afrique, c'est-à-dire le BIR. D'ailleurs, que nous saluons ce BIR-là, n'est-ce pas, qui fait la fierté, n'est-ce pas, du Cameroun, et au-delà même de nos frontières, parce que dans certains pays, quand il y a eu des grabuges, quand on a vu les hommes en noir arriver, ça, il y a eu du calme. Tout à fait. Ils se sont étonnés que mais ceux-ci sortent d'où? Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez faire venir des instructeurs du BIR. Si vous trouvez que peut-être la Russie, c'est loin, la Turquie, l'Iran, je ne sais pas, d'autres pays, il y a des puissances militaires. Pourquoi même ne pas s'allier à l'AES aujourd'hui? Une possibilité. Bon, je donne déjà des solutions comme ça. Hein? Mais pourquoi ne pas s'allier à l'AES en disant, OK, l'AES a démontré que elle peut se défendre, elle peut défendre son territoire. C'est-à-dire les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont aguerries dans la lutte contre les rébellions, le djihadisme et le terrorisme. Donc, si dans les 5000 hommes que vous voulez recruter, là, vous m'envoyez seulement 2000 pour venir m'aider à lutter contre le M23. Je pense que ça sera largement suffisant pour mettre hors d'état de nuit. Mais je pense qu'il y a même assez de solutions pour que M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo résolve ce problème. Parce que, au lieu d'aller prendre des Roumains, les Roumains ont appris à faire la guerre. Vous avez vu des soldats roumains qui sont passés aux aveux. Hein? Bien sûr, qui sont passés aux aveux. Donc, vous voyez qu'il a eu des solutions. En fait, c'était des solutions proposées par l'Occident. Parce que c'est des solutions qui ne peuvent pas aider la RDC à sortir, n'est-ce pas, de la situation. Parce que le M23, c'est leur bébé. Et ils doivent protéger leur bébé qui leur permet d'avoir des ressources naturelles gratuitement. Et donc, ils ne peuvent pas donner des solutions, des vraies solutions, n'est-ce pas, à Félix Tshisekedi, qui a longtemps crié, qui a longtemps appelé la communauté internationale. Mais écoutez, les sanctions vont faire quoi? Les sanctions vont arrêter la guerre. Les sanctions vont arrêter les tueries. Les sanctions vont apporter quelle solution? Même si on sanctionne le Rwanda, on sanctionne Kagame, on sanctionne le M23, ça va arrêter les tueries? Ça va arrêter l'avancement du M23? Je ne pense pas. Je pense que la République démocratique du Congo a quand même un ancien rebelle en fonction dans le gouvernement de M. Tshisekedi. Vous le connaissez? Jean-Paul Bemba. C'est un ancien rebelle. Tout à fait. Il sort de la CPI. Il a été blanchi. Mais comment il n'arrive pas à gérer cette situation? Comment il n'arrive pas à mettre en place, n'est-ce pas? Il a été ministre de la Défense. Hein? Parce que je crois qu'on l'a changé de portefeuille. Il y a de cela, le dernier remaniement ministériel qu'il y a eu là-bas. Mais même jusque-là, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à apporter? Et je pense que c'était dans cette logique que le président Tshisekedi le nommait justement, ou bien faisait alliance avec lui pour justement mettre en place, n'est-ce pas, une stratégie pour mettre hors d'état de nuire la rébellion du M23. Je pense qu'aujourd'hui, M. Noira, il faut véritablement des décisions fortes. Et je pense que Tshisekedi en a compris, il en a pris pour son grade, parce que là, maintenant, les Claudets Nanga, n'est-ce pas, parlent fort, déjà, en le traitant de monstre. Alors, il faut qu'il démontre que ce qu'il a entendu là, que ce que ces gars ont préparé depuis longtemps, il faut qu'ils, n'est-ce pas, agissent véritablement en chef, en patron, en homme politique, en homme de guerre, et agissant en conséquence pour la protection de son peuple qui est extrêmement riche. Peut-être avant aussi qu'on ne revienne encore sur le cas de la position du président Tshisekedi proprement dit, sur le plan sécuritaire que vous avez eu à évoquer, DP qui est un facteur très important au niveau de la sous-région de l'Afrique australe. Parlons un peu de la SAMI-DRC, cette force sous-régionale qui est largement composée des Kenyans, des Sud-Africains et puis d'autres pays de la sous-région. L'objectif, bien sûr, était de pouvoir protéger les populations de la sous-région, mais surtout également contre des groupes armés étrangers. Est-ce que
c'est à cause de certains intérêts sous l'ombre que vous avez eu à évoquer tout à l'heure pour des pays comme le Burundi, l'Ouganda, pour ne citer que, parce que le Rwanda est en opposition avec la République démocratique du Congo, que la SAMI DRC n'a pas pu avoir d'une efficacité pour faire face à la situation, puisqu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, à cause des pertes d'hommes sur le terrain, a justement réagi et on a eu à parler de ce clash-là entre le président Ramaphosa et puis Kagame. Je pense que, monsieur Noah, il y a une chose qui est claire. Cette force a été mise en place avec la plupart de ceux qui sont impliqués dans le conflit. Les seules forces neutres, qu'on peut dire neutres, c'est les forces sud-africaines, un peu kenyanes, mais le reste... Même les Tanzaniens sont aussi impliqués. Bon, les Tanzaniens, vous avez... Je voudrais vous faire une révélation. Dans cette enquête que nous avons menée, n'est-ce pas, par rapport à cette crise, le Rwanda est subventionné par l'Union européenne à près de 20 millions de dollars pour soutenir, n'est-ce pas, la Tanzanie. Bon, on dit c'est pour soutenir la Tanzanie. Mais est-ce qu'il y a un élément de contrôle? Où va cet argent et comment ils font pour soutenir la Tanzanie? Donc vous voyez que le Rwanda et la Tanzanie sont dans un accord. Et donc si la Tanzanie se trouve dans une force où il faut aller lutter contre le M23 et l'armée rwandaise, elle penchera pour qui? Non, naturellement, elle penchera pour son ami, son partenaire. Son partenaire, qui est le Rwanda. Donc vous voyez que durant tous ces... il y a tellement de conflits d'intérêts dans cette affaire que si vous dénouez véritablement, vous allez retrouver qu'il y a des pays là qui ne... malgré qu'ils sont dans cette force-là, dans cette coalition-là, ils ne vont jamais se mettre en opposition, n'est-ce pas, avec l'avancée du M23 ou bien de l'armée rwandaise au niveau du Nord Kivu. Et je voudrais vous dire, dans les enquêtes que nous avons menées, la force Barkhane, par exemple, qui était installée au Mali, avait près de 8000 hommes. Quand ils ont été chassés du Mali, ils sont allés se réfugier au Niger. Ça n'a pas duré. 3 mois après, il y a eu ce qu'il y a eu au Niger et tout. Et les hommes qui sont quittés du Niger, ils ont dit que c'est entre 1500 et 2000 hommes qui sont quittés du Niger. N'est-ce pas? Qui sont allés au Tchad. Donc vous voyez comment Barkhane, seul 8000 hommes, ils descendent au Niger. Ceux qui quittent le Niger, quand ils sont chassés, c'est 1500 qui descendent au Tchad. Alors, quand vous faites le calcul un peu, tous ces hommes-là sont partis où? Les près de 5000 autres hommes sont partis où? On ne les a jamais vus rentrer. Parce que ceux qui sont rentrés à partir du Tchad, on les a vus comment ils sont rentrés, ils ont été comptabilisés. Ça, c'est Barkhane, 8000 hommes. Donc, on dit peut-être 1500 ou 2000 sont rentrés. Donc, 6000 hommes sont en divagation. Au Niger, il y avait une base française qui avait près de 2000 hommes. Au Niger, une base française. Au Burkina Faso, il y avait la force qu'on appelait Serval, qui avait entre 4000 et 5000 hommes. Vous voyez que seul dans ces organisations dans le Sahel, il y avait près de 15 000 hommes qui constituaient, n'est-ce pas, ces forces françaises ou bien la task force européenne qui était basée, parce qu'il y avait aussi Takuba, qui est une task force, n'est-ce pas, de l'Union européenne pour justement lutter contre le terrorisme et le djihadisme sur le territoire. Ça, c'est seulement les hommes. On ne compte pas le matériel. On ne compte pas, n'est-ce pas, toute la logistique qui accompagnait, n'est-ce pas, ces différentes... Finalement, c'est parti, toute cette logistique. Et vous êtes surpris que le M23 avance aussi rapidement? C'est parce que justement, la France et les États-Unis et tout le reste là, qui sont dans la logique de déstabilisation de l'Afrique,
que si vous nous chassez, on vous déstabilise. On trouve de nouveaux fronts. On crée de nouveaux fronts. Et donc, ils ont profité pour dire, bon, ok, les multinationales ont encore beaucoup exploité le coltan, n'est-ce pas, de la RDC. Alors, il faut que le Nord Kivu soit ingouvernable. Et vous êtes étonné de voir les Corneille Nangaa faire des discours qui sont des pro-américains, il faut le dire. Vous êtes surpris de voir les Kabila se pavaner, être très sûrs d'eux, parce qu'en réalité, les coalitions des forces, n'est-ce pas, se sont mises en place et se sont joints au M23, sans compter les financements venus de l'Angleterre par rapport, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y a eu une opération de renvoi des migrants syriens au niveau du Rwanda. Mais ces migrants ne sont pas des migrants. C'est des formateurs djihadistes et terroristes. Et donc, vous êtes surpris aujourd'hui de voir les résultats du M23 face à une armée décomposée, face à une armée où des infiltrés ne peuvent pas faire la guerre, déposent rapidement les armes et s'enfuient, ou bien redeviennent M23, parce que la plupart des FARC deviennent des M23. C'est ce qu'on oublie de dire. C'est-à-dire, ils retrouvent leur identité naturelle. C'est-à-dire, ils deviennent, n'est-ce pas, ces Rwandais, ces Burundais, ces Ougandais. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que le complot est tellement profond qu'il faut un acteur majeur. En fait, il faut que Tshisekedi se donne les moyens de combattre tous ces différents éléments-là. Vous voyez ce que j'essaie, vous voyez comment j'ai pris de l'AS là-bas, vous voyez comment les soldats peuvent descendre, en fait, c'est soi-disant. Et l'une des choses qui dérange les Africains, parce que quand on parle, n'est-ce pas, des soldats étrangers, ils pensent voir des Blancs. Ils pensent toujours voir des hommes à la peau blanche. Mais non. Les légionnaires étrangers résistent. La plupart de ces soldats recrutés, n'est-ce pas, parfois c'est des Noirs, c'est des Africains. N'est-ce pas, recrutés dans les pays, recrutés dans plusieurs pays, n'est-ce pas, qui sont des légionnaires français. L'un des légionnaires les plus connus, c'est Mamadi Doumbouya. Tout à fait. Mais il est président de transition en Guinée. Mais c'est un légionnaire français. Ils sont nombreux comme ça. Donc, vous voyez que quand on vous parle qu'il y a des soldats français sur le territoire africain, ce n'est pas forcément des Blancs que vous allez voir. Bien sûr qu'il y a souvent un moment donné où il y a des Français eux-mêmes, parce qu'ils doivent donner des directives, ils doivent contrôler certaines choses. En fait, ce n'est même pas des instructeurs, parfois c'est des ingénieurs miniers, c'est eux qui sont chargés justement de la collecte, n'est-ce pas, des ressources pillées dans ces différents états-là pour les transporter et amener dans leur pays. Donc, vous voyez que ce complot-là, M. Tshisekedi doit véritablement, n'est-ce pas, se donner les moyens pour justement combattre cette coalition de forces-là venue très loin pour combattre la RDC. Mais est-ce que Tshisekedi, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a les moyens et évidemment le charisme et le potentiel, tant qu'on sait qu'il y a ce jeu trouble là que vous venez justement de mettre en lumière, ces forces occidentales qui utilisent les pays africains, qui malheureusement, pour des questions d'intérêt, se retrouvent obligés de pouvoir faire des sortes de volte-face à leurs propres frères. Est-ce que le président Tshisekedi a les moyens? Monsieur Nora, si nous disons que Tshisekedi n'a pas les moyens, alors nous ne comprenons pas ce qu'il fait encore à la tête de l'État congolais. Donc il aurait démissionné. Mais je pense, et moi je sais que le problème n'est pas seulement Tshisekedi. Le problème n'est pas seulement Tshisekedi. Il est le commandant en chef. C'est normal que toute la responsabilité lui l'incombe, n'est-ce pas? Mais il faut souligner que on a amené les Congolais à ne pas penser Congo, à penser Belgique, France, SAP, maquillage, musique et en fait l'esthétique. Et c'est suffisant. Mais non. Parce que tout dépend d'abord de l'éducation de masse, l'éducation du peuple, de la jeunesse. Le problème du Congo, c'est qu'on a abruti une jeunesse pendant de longues années de ne pas prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas, par rapport aux richesses qui sont dans leur territoire. Parce que c'est inadmissible que les gens viennent s'enrichir
en RDC et que les Congolais restent dans la pauvreté. Alors que le jeune Congolais, ils peuvent s'organiser, ils peuvent faire beaucoup de choses pour le bien de leur pays. Donc, il y a ce manque de, n'est-ce pas, de conscience de la jeunesse congolaise, n'est-ce pas, par rapport à leur pays, première des choses. Et deuxième des choses, il y a ce manque, n'est-ce pas, de compréhension des enjeux géopolitiques et géostratégiques dans le monde de la plupart des Congolais. Parce que s'ils pouvaient comprendre ce que le rôle que peut jouer la RDC dans le monde, ou bien doit jouer la RDC dans le monde, que ça soit géopolitiquement, que ça soit géostratégiquement, que ça soit même géospirituellement, vous voyez un peu, je pense que il ne serait pas en train de s'amuser avec, n'est-ce pas, cette situation. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que la RDC, normalement, le Congo et les Congolais dans leur entièreté devaient justement faire les états généraux de leur pays. Et quel est le problème du Congo? Mais quand vous le dites, le président Tshisekedi, c'est même l'un des présidents, à chaque fois qu'il rassemble les députés et les sénateurs devant les congrès, il y a toujours le message de la nation qu'il adresse à chaque année. Et on a l'impression justement qu'il a des idées, mais l'action pose problème sur le terrain RDP. Monsieur Noir, je pense que c'est les Congolais qui doivent le pousser à l'action. Si les Congolais prennent, parce que l'une des choses qu'il faut toujours expliquer aux Africains, c'est le discours panafricaniste qui amène les révolutions. Au Mali, c'est le peuple. Et il ne faut jamais l'oublier. C'est le peuple qui crée la révolution. Les militaires ne viennent qu'accomplir la volonté, n'est-ce pas, du peuple, qui s'est mobilisé pendant un temps, n'est-ce pas, pour dire non à Ibeka de regretter mémoire. Et finalement, n'est-ce pas, ça a fait ce que ça a fait et l'armée a pris le pouvoir. Même chose au Burkina Faso, où le peuple s'est mobilisé. Finalement, les militaires ont pris le pouvoir. Vous voyez un peu, c'est la volonté du peuple qui accompagne les actions militaires. Ou bien de l'État, ou bien du président de la République. Et vous avez vu comment le peuple a décidé, par exemple, de descendre dans la rue les premiers jours, n'est-ce pas, qu'on annonçait la prise de Ngoma. Saccager des ambassades et tout, pour dire que, pour faire le ras-le-bol. Et je pense que si c'était des mouvements encadrés, s'il y avait déjà une conscience nationale, et c'est-à-dire des marches. Parce que, imaginez-vous, il y a eu des marches géantes au Mali. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Même chose au Sénégal. L'aboutissement, n'est-ce pas, de l'élection de Sonko et de Diomaye Faye, c'est justement parce que les Sénégalais se sont mobilisés face, n'est-ce pas, aux attaques, face, n'est-ce pas, à la barbarie peut-être militaire. Mais le peuple a résisté jusqu'à ce qu'on ait une élection, n'est-ce pas, de Diomaye Faye aujourd'hui. Donc vous voyez que tout départ commence par le peuple. Et il faut qu'ils écoutent un discours. Le discours qui va les motiver. Le discours qui va les faire sortir, n'est-ce pas, de leur sommeil, de leur léthargie. En leur disant par exemple que le lithium qui est dans votre territoire là, ça enrichit les Américains, ça enrichit les Français, ça enrichit les Anglais. Et donc, si vous ne défendez pas votre territoire, vous serez pauvre à vie. C'est-à-dire, vous allez finir comme ça. Vous n'aurez rien. Donc, il faut une mobilisation, n'est-ce pas, de la société civile. Il faut une mobilisation de l'État. Il faut une mobilisation, n'est-ce pas, des forces armées. Donc, toutes ces mobilisations-là sont... Et je pense qu'il faut quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, le taureau par les cornes. Parce que Tshisekedi a beau faire de beaux discours, vous voyez un peu, de dénonciation, de ceci et de cela, mais je pense que s'il avait, par exemple, lors de son dernier discours, il demande à la jeunesse de s'enrôler. Mais est-ce que s'il était réellement en guerre, s'il voulait véritablement trouver une solution pour le Congo, est-ce qu'il allait demander l'enrôlement des jeunes? Non, il aurait passé tellement par autre chose. Il aurait dit, monsieur le ministre de la Défense, recrutez-moi 1 million de Congolais. Je lance un recrutement spécial de 1 million de Congolais. Et peut-être dit que le Congo, le pays est en guerre.
Aussi simple que ça. Monsieur, je recrute 1 million de Congolais. Vous êtes formés, n'est-ce pas, pendant peut-être 2 ou 3 mois pour défendre la patrie. Ou bien vous dites, ok, vous lancez une opération, par exemple, libération d'Ongoma. Vous dites libération d'Ongoma. Tous ceux qui sont prêts à libérer Ngoma, vous avez 1 milliard de dollars. Parce que c'est possible. Oui. Je dis bien, tous ceux qui sont capables de libérer Ngoma dans les 3 mois qui suivent, vous avez 1 milliard de dollars. Vous ne verrez pas les gens. Il y aura une motivation, une forte motivation d'ailleurs même. Alors, je pense que c'est ces actions-là qui méritent, n'est-ce pas, d'être posées, par exemple, pour dire que nous décidons de libérer notre pays, parce que c'est hyper riche. Le coltan qui se trouve là, c'est de génération en génération. Et donc, ça peut résoudre tous les problèmes. Ça peut... Mais je dis, ben, ok, je dis n'importe quoi, hein, comme ça. Dites, bon, ok, voilà, je recrute Wagner. Vous savez que ça fait trop peur, Wagner. Oui, tout à fait. Ok, Wagner, vous exploitez cette partie-là pendant 1 an. Wagner ne vous trouve pas la solution du M23 dans les jours qui suivent. Je pense qu'à chaque fois qu'un État ou bien un chef d'État a voulu trouver des solutions concrètes pour son pays, ils en ont trouvé. Le Centrafrique était plus déchiré que ça, avec une force française en présence au niveau de la Centrafrique, l'opération Sangaris. Mais le jour que le président, n'est-ce pas, professeur Archange Touadéra, dit « Je veux libérer mon pays, il me faut ». Et lui, il était même sur embargo des armes. Vous imaginez? Donc, il a fallu que la Fédération de Russie, n'est-ce pas, vienne avec ses instructeurs former les FACA et le pays a été libéré. Voilà, merci DP, excellent Defanga, le créateur du concept de la fungatisation. Le temps a paru assez court de pouvoir davantage apporter des éléments, mais on nous a fait signe du côté de la technique. C'est bien sûr le moment de pouvoir arrêter une note de fin DP. Oui, je voudrais juste dire aux Congolais que soyez conscients que vous êtes l'avenir de l'Afrique, pas seulement du Congo, mais de l'Afrique, parce que vous avez du potentiel, et ce potentiel-là peut servir à toute l'Afrique. J'ai toujours pris l'exemple du barrage Inga. Le barrage Inga est l'un des barrages les plus importants au monde, et peut-être en Afrique, parce qu'elle a la capacité de produire de l'énergie pour toute l'Afrique, et peut-être même en revendre en Europe. Donc vous voyez que les problèmes d'industrialisation sont réglés si le barrage Inga entre en action. D'ailleurs, le FMI et la Banque mondiale ne financeront jamais ce genre de projet. Donc, c'est rien du tout. Donc, vous vous concentrez, vous êtes l'avenir. On a des possibilités de devenir un continent fort, mais on ne peut pas le devenir sans vous, les Congolais. Et donc, prenez votre destin en main et libérez-vous. Et je pense que ça sera une très bonne chose pour toute l'Afrique et pour le reste du monde. Voilà donc les Congolais appelés à prendre leur destin en main et à libérer leur peuple et toute l'Afrique. On encourage certainement la mobilisation et la résistance du côté de Bukavu où on va tenter de barrer la route au M23, même si Corneille Nangaa a dit que c'est jusqu'à Kinshasa qu'on va partir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté vos 2 oreilles pour cette édition de Regard panafricain. En l'absence, bien sûr, de Bégoudé Madone, qui est disponible momentanément. Je vous conduirai cette semaine. Merci à vous, DP, d'avoir fait le déplacement. J'ai vu ce concept fangatisation, c'est pourquoi je vous ai appelé ainsi. Merci pour merci pour votre contribution et ces éclairages cette soirée. J'espère que cela va servir davantage à éclairer nos peuples, nos chefs d'État, ceux-là qui nous gouvernent. Merci à la technique qui nous a permis de pouvoir diffuser ce programme. Mesdames, Messieurs, à nous retrouver très prochainement pour une autre édition de Regard panafricain sur l'ensemble du réseau Forum Média.